Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Direction ce soir, le Guatemala, 2 juin 1982, village de Pambache. Tous ceux qui ont plus de 14 ans sont emmenés de force par l'armée. Enlevés et torturés, ils ne reviendront jamais. Pendant toutes ces années, comme beaucoup de communautés indigènes, Pambache a vécu sa tragédie en silence. En 2012, la découverte d'ossements de centaines de personnes dans une base militaire voisine a tout changé. Les rares survivants osent enfin témoigner. Après 4 ans d'instruction, 10 anciens hauts gradés de l'armée sont sur le banc des accusés. Mais il manque encore une immense pièce au puzzle. Les archives militaires que l'armée refuse de déclassifier 30 ans après. Le reportage de Mathieu Commun et Laurence Cuvillier. Ce village perdu dans les montagnes, Otto le connaît depuis longtemps. C'est ici que le village a été rassemblé pour la dernière fois. C'est ici que les femmes et les hommes ont échangé leur dernier regard. Les militaires ont obligé les hommes, les femmes et les enfants à se coucher à plat ventre. Et après, ils ont emmené les hommes. Pambache, le village sans hommes. Tous ceux qui avaient plus de 14 ans ce jour de juin 1982 ont été emmenés. Et après, ce fut 30 ans de silence. Depuis quelques années, Otto, traducteur des langues maya à l'espagnol, aide les autorités à recueillir les témoignages des victimes. Oui, elle dit qu'elle était là. J'ai perdu mon mari Benito ce jour-là. C'était juste ici. Et les militaires nous ont obligés à nous allonger. Elle dit que ça suffit. Elle a donné son témoignage. Merci beaucoup. Elle vous dit au revoir. À cause de la stratégie de terreur qu'on leur avait imposée à l'époque, le mieux pour eux, c'était de se taire. Alors maintenant qu'on leur donne le droit de s'exprimer, c'est difficile pour eux de tout reprendre à zéro. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi dire. Et je le comprends, parce que moi aussi, jusqu'à tout récemment, je n'avais pas osé élever la voix pour raconter tout ce qui s'est passé. Moi aussi, je suis fils de victime. Otto a grandi tout près d'ici. Son père a disparu en 1983. À Pambache et dans la région, il connaît maintenant toutes les victimes, toutes les histoires qu'on ose enfin raconter. Ça va bien, Don Roberto? Don Roberto avait 12 ans en 1982, juste un peu trop jeune pour être emmené par les militaires. Plusieurs de ses cousins étaient parmi les 70 hommes de Pambache qui ont disparu. Le commandant s'est approché des femmes et il leur a dit « Ne vous en faites pas. On a juste besoin d'eux pour un petit service militaire. » Et vous savez, à l'époque, tout le monde avait peur de parler. Seules 4 femmes ont eu le courage d'aller à la base militaire pour demander s'ils savaient où étaient leurs maris. Mais on leur répondait simplement « Non, non, ils ne sont pas ici. » C'est pourtant dans cette base militaire que leurs cadavres ont été retrouvés en 2012. Enchevêtrés dans des fosses avec plus de 500 autres corps. Créampaz sert aujourd'hui de centre d'entraînement de l'ONU pour des opérations de maintien de la paix. Ironiquement, c'est surtout un nom qui fait trembler les survivants du conflit armé. Quand ils nous ont laissé entrer voir les fosses, je me souviens de cette femme et de son fils. Elle a pointé quelque chose du doigt. Vous savez, les cadavres portaient encore leurs vêtements. Les habits ne s'étaient pas décomposés. Et elle a dit « Ça, c'est la chemise de ton père. Il est là. » Et ils ont commencé à pleurer. Que s'est-il passé entre l'enlèvement et la mort des hommes de Pambache? Une seule personne le sait. Don Francisco, un miraculé, le seul survivant du massacre. Dès qu'on a passé le col et que le village fut hors de notre vue, le convoi militaire s'est arrêté et ils nous ont tous attaché les mains dans le dos.
Puis on a repris la route. J'étais l'un des derniers qu'ils allaient tuer. Ils m'ont donné des coups de machette dans la nuque comme aux autres. Et quand ils sont partis, j'ai réussi à me traîner à l'écart. Alors quand le soir ils sont venus rechercher les corps, ils ne m'ont pas trouvé. Don Francisco a été retrouvé agonisant par les habitants d'un village voisin. Son corps porte encore la trace des coups de machette des militaires. Terrorisé, il n'est revenu à Pambach que des années plus tard. Ambiance étouffante pour la première audience du procès contre les bourreaux de la base militaire. 10 anciens hauts gradés de l'armée sont sur le banc des accusés. José Antonio Vázquez García. Les procès pour crimes de guerre ont seulement commencé en 2012. Le Guatemala juge ses têtes blanches. C'est injuste qu'ils soient là, parce que sans eux, sans ce groupe de militaires, aujourd'hui le Guatemala serait un autre Cuba, un autre Venezuela. Mais 30 ans plus tard, les souvenirs des victimes sont flous. Le dossier n'indique pas de date précise à laquelle ces faits se seraient produits. Il ne mentionne que l'année 1983. Beaucoup de Mayas étaient analphabètes et vivaient sans calendrier. Les militaires s'appuient sur ces imprécisions. Je me sens bien. Je me sens bien parce que je ne suis pas responsable. Regardez ce qu'ils font. Ils accusent des innocents. Vous vous imaginez combien tout cela m'a coûté? Je suis innocent. Des 10 inculpés, 2 sortent libres ce matin. Les familles de victimes voient non seulement la justice leur échapper des mains, mais aussi la vérité historique. Jamais ils ne prononceront le mot pardon. Ils devraient nous expliquer pourquoi ils ont fait tout cela et nous dire où se trouvent tous les autres disparus. Il y en a encore au moins 50 000. Eux, ils utilisent toujours la force et le pouvoir. Vous vous en êtes rendu compte? Devant le tribunal, quand on est rentré, ils nous traitaient déjà de guérilleros. Ils nous insultaient. La guerre continue là-haut dans le tribunal à cause de ces gens qui vivent de la victimisation. Quelle est cette justice qui ne juge que les militaires, eux qui ont toujours respecté la loi, et qui défendaient cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui? Sur les grilles du tribunal, les vétérans ont placardé des listes rouges de guérilleros communistes. Ceux que les militaires ont eu pour mission de traquer sans relâche pendant les 36 années qu'a duré le conflit. C'étaient des terroristes, ce sont des terroristes, et ils resteront terroristes toute leur vie. Alors que les hauts gradés en cours de jugement sont présentés comme les sauveurs du pays. Je suis ici pour défendre l'honneur de l'armée et tous nos militaires héros de la nation qui ont été emprisonnés injustement et contre notre constitution. Ces massacres sont des inventions, c'est un mythe que les militaires ont attaqué une population sans défense. Les massacres de populations indigènes, des mythes droits de l'homiste, ce n'est pas ce qui ressort des fosses clandestines que l'on continue de retrouver. Il en manque encore. Dans chacune de ces caisses, les restes d'une victime. Ce laboratoire a pour mission de les identifier. Ces ossements ont été retrouvés le 30 mai cette année. 2000 cartons sont stockés ici en permanence. Le flux est constant entre les nouveaux arrivages et les dépouilles rendues aux familles. Cette victime a un impact de balle dans le crâne. Traces d'exécution sommaire, corps ligotés et les yeux bandés. Pourtant, pendant des années, même les Guatémaltèques ne croyaient pas en cette guerre qu'ils avaient vécue. Jusqu'à récemment, on nous assurait que les corps qu'on exhumait n'étaient que des victimes du tremblement de terre de 1976. Mais je crois que maintenant, la société prend enfin conscience de la magnitude de ce conflit. Des villages entiers massacrés ou déplacés. Pour venir à bout des cellules communistes, l'armée avait choisi de s'en prendre à leur base sociale. Il fallait priver le poisson de son eau, comme on disait alors. Ça vient de Santa Avelina. Santa Avelina, c'est un endroit de la zone Ixil.
où la population a dû fuir dans la montagne. Et ils sont peu à peu morts de faim, d'hypothermie ou de maladie. Beaucoup d'enfants sont morts. Près de 200 corps retrouvés dans le cimetière improvisé creusé par les indigènes. Pour ces anthropologues, le temps presse. Les témoins de l'histoire commencent à peine à parler et se font déjà rares. Des familles des victimes qui ont vécu le conflit, beaucoup sont sur la fin de leur cycle de vie. Certaines mères qui recherchaient leurs fils sont déjà mortes. Alors on travaille avec la génération suivante. Et il manque encore une immense pièce au puzzle, les archives de l'armée. Refus obstiné de déclassifier les documents. On peut entrer? Bonjour. La police, quant à elle, a commencé son travail de mémoire. Alors que l'armée opérait dans les campagnes, la police assurait la chasse aux communistes dans les villes, par un système de surveillance digne de la Gestapo. Des fiches comme celle-là, on en a retrouvé environ 1 200 000. Elles se réfèrent toujours à des personnes suspectes. En fait, on ne sait même pas vraiment à quoi ce terme fait référence. Pourquoi ils considéraient qu'une personne était suspecte? Il pouvait s'agir de critères complètement subjectifs. 80 millions de documents d'archives ont été retrouvés par hasard en 2005. Ils moisissaient ici, dans ce bâtiment abandonné. Au début, on appelait cet endroit le labyrinthe. Et ça y ressemblait vraiment. Quand on entrait, on ne savait jamais par où on allait passer. On devait entrer ici avec des lampes torches. Et des nuées de chauves-souris se mettaient à voler autour de nous. Cet endroit sans fenêtre servait de prison clandestine de la police pendant le conflit. Malgré le travail à plein temps de 80 archivistes, cela prendra encore au moins 20 ans de tout classer et l'histoire gardera ses zones d'ombre. Voici comment ça se passait. Les gens arrêtés par la police étaient amenés ici. On les torturait, on les tuait. Et on allait abandonner leurs corps dans les rues. On n'a aucun registre, aucun document qui mentionne le nom de ceux qui sont passés ici. Et il n'existe aucun survivant, puisque tous ont été assassinés. Les seuls survivants seraient donc les bourreaux, mais il n'y a plus personne pour les dénoncer. Otto, lui non plus, ne saura sans doute jamais comment son père est mort. Il a été identifié dans une fosse de la base militaire de Créampaz, mais seul son pied gauche a été retrouvé. De lui, je n'ai que très peu de souvenirs, juste quelques images gravées dans ma mémoire. Otto n'avait que 2 ans quand il a disparu, sur le chemin d'une réunion avec sa coopérative agricole. C'était des temps très difficiles. D'après ce que raconte ma mère, quand quelqu'un disparaissait, on pouvait être sûr qu'il était mort. Mais on avait cette question lancinante, où est son corps? Se convaincre de la mort d'un disparu. L'épreuve la plus difficile pour les familles de victimes. Ophélia a élevé ses 2 fils seuls, sans parvenir à éteindre sa lueur d'espoir. On l'a attendu et attendu, dans l'espoir qu'il revienne un jour. Et rien. J'espérais qu'il avait fui à l'étranger, qu'il était allé se réfugier quelque part. Maintenant, je sais que non. La découverte des fosses de Créampaz a été une révolution dans la vie d'Otto. Fini le silence, place à la solidarité. Otto a quitté son ancien travail pour se consacrer à plein temps aux familles des victimes. À Créampaz, on s'est rendu compte, en voyant tous ces gens des villages voisins, de San Cristobal, de Santa Cruz, on se disait, ah bon? Tu as perdu ton père? Je ne savais même pas. On commençait à peine à réaliser. Et après nous être retrouvés tous ensemble à Créampaz pour donner nos extraits d'ADN et nos témoignages, on a décidé de se réunir une fois par semaine. Et ça, c'était tout nouveau. Ça a complètement changé nos vies, notre manière de penser et d'agir. Il a d'abord fallu vaincre la peur. Il a fallu croire en la justice. La mémoire d'un des conflits les plus meurtriers d'Amérique s'écrit avec 30 ans de retard et avec les mains tremblantes des derniers survivants.
Otto pourra bientôt enterrer ce qu'il reste de son père. La paix a été signée il y a 20 ans, mais elle vient seulement de trouver sa place dans sa famille. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Depuis plus d'1 an et demi, les massacres de civils se succèdent dans la région de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, voisine de l'Ouganda. Régulièrement, la population est frappée par des tueries à l'arme blanche, jamais revendiquées et qui ont déjà provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. L'armée congolaise annonce régulièrement des plans d'attaque contre les groupes rebelles ougandais, sans que jamais ces hommes présents sur le territoire de RDC depuis plus de 20 ans ne soient totalement chassés. Nos reporters ont voulu savoir ce qui empêchait ces forces de protéger les habitants de Beni. Existe-t-il des collusions entre l'armée congolaise et les rebelles ? L'ONU a-t-elle manqué à sa mission de protection des civils par ses lourdeurs administratives et sa peur d'envoyer ses troupes au combat ? L'enquête de nos journalistes révèle les failles d'un système sécuritaire à bout de souffle. Reportage. Vu du ciel, le parc des Virunga correspond à l'image que l'on s'en fait. Une forêt émeraude où vivent encore en liberté une colonie de gorilles. C'est aussi le sanctuaire de groupes rebelles qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, comme ce matin à Eringeti, une ville en bordure de la jungle. Lui, c'est le seul qui avait une Kalachnikov. C'est un Maï-Maï ? Maï-Maï, oui. Les Maï-Maï, c'est l'une des 40 milices qui peuplent le Nord Kivu. Les militaires congolais viennent de les repousser. Ils ont essayé de nous jeter des pierres, mais on les a tués. Nous, l'armée, on est là. Tous ces gens-là vont disparaître, vous voyez ? Bravo les gars. Surtout, restez bien dans le secteur. Restez dans le coin. Curieuse attaque de Maï-Maï venus des villages voisins combattre à coups de pierre des militaires lourdement armés. Les quelques prisonniers sont exhibés ici avec leur arsenal dérisoire. Nos chefs nous ont donné du sable et des cailloux en disant que ça pouvait devenir une bombe. Mais maintenant, je vois bien qu'ils nous ont menti. D'après les villageois, cette attaque de Maï-Maï ne doit en fait rien au hasard. Si les militaires d'Eringeti ont été pris pour cible, c'est qu'ici, beaucoup pensent qu'ils collaborent en secret avec les plus grands massacreurs de la région. Ce groupe, qui serait aidé en sous-main par certains militaires congolais, c'est l'ADF, l'Alliance des forces démocratiques. Des islamistes venus de l'Ouganda voisin et qui rêvent d'en renverser le président. Durant les années 90, le Congo est pour eux une base arrière accueillante, depuis laquelle ils recrutent avec un discours sommaire. En marchant, vous devez penser à Allah. Vous devez faire la prière de la gâchette. Connaissez cette prière? Récitez-la. Si vous récitez bien ça, vous savez que Dieu est avec vous, il ne peut rien vous arriver de mal. Quand vous tuez, ne vous dites pas que c'est vous qui tuez, c'est Allah qui vous guide. Pour renforcer leur rang, les ADF recrutent des enfants soldats dans la région. Nous en avons retrouvé un. Il s'appelle Fiston. À 13 ans, il a été enrôlé de force à Eringeti. Là-bas, à la forêt, on forme, nous les enfants, on tuait les hommes à l'arme blanche. C'était les machettes et les marteaux. On va te dire que aller tuer cet homme, tu dois aller seulement. Il tue vraiment les hommes. Il coupe la tête, surtout souvent. Et la main aussi. C'est comme ça. Tu l'as vu, ça? Oui. Ces scènes d'horreur débutent fin 2014 à Eringeti, quand la RDC se décide à chasser les ADF.
Les massacres s'enchaînent avec une régularité de métronome. Pas moins de 120 tueries en 1 an et demi et près de 1000 victimes civiles. Face à l'horreur de ces pratiques, la région se vide. 1/3 des habitants d'Eringeti seraient partis. Le père Jérôme a vu ses paroissiens déserter peu à peu son église. Bon, vous savez que les prêtres fuient les derniers. Hein? Il ne peut pas fuir les premiers. S'il fuit, alors c'est tout le village qui va partir. Et je suis sûr que le jour où je vais partir, le village sera désert. Le père Jérôme est révolté. Non seulement les villageois fuient les ADF, mais en plus, ils craignent les militaires congolais, car certains profitent de la menace rebelle pour commettre des exactions. Cette femme, ici à droite, a vu son mari assassiné par des hommes d'un bataillon d'Eringeti qu'on appelle les hindous. Ce sont les hindous. Ça veut dire quoi les hindous? Les hindous, ça doit être des militaires. Il dit que ce sont des militaires qui sont sur place. Des militaires qui gardaient, c'est ce qu'elle dit. Militaires congolais donc? Militaires congolais. Et comment on peut expliquer que des militaires de votre pays tuent des gens de votre pays? Voilà, c'est là le problème. Personne ne comprend. Parce que d'après elle, ce ne sont pas les ADF. Peut-être que ce sont des militaires qui se transforment en ADF. Mais d'après ce qu'elle donne comme témoignage, elle dit que réellement c'était des militaires des hindous. Hindous, ce ne sont pas tous les militaires congolais, mais une brigade stationnée à Eringeti, régulièrement accusée d'intelligence avec les ADF. Malgré les suspicions, la vérité n'a à ce jour jamais pu être établie. Il y a eu un procès pour juger les assassins? Qui peut faire un procès au Congo? Les droits de l'homme au Congo, en tout cas au niveau des militaires, ça n'existe pas. Parce que si vous osez le faire, on peut vous tuer. Tout le monde a peur d'être tué, on ne veut pas se sacrifier. C'est pourquoi on préfère se taire. Est-ce qu'il y a eu un procès? Non, pas de procès. On l'a tué sans procès. Quel est le pacte qui lie certains militaires et des rebelles d'ADF? Nous prenons cette route de bitume qui longe la jungle où opèrent les ADF. À 30 km d'Eringeti, nous voici à Oicha, une vaste bourgade. Modeste est un rescapé. Il a pu témoigner dans cette ONG. Ils les ont coupés ici. On m'a tranché la gorge avec une machette. C'est pour ça que j'ai perdu la voix. J'ai aussi des problèmes pour respirer. Je suis handicapé maintenant. Laissé pour mort, Modeste est le témoin d'un étrange carnage. 8 morts officiellement tués par les ADF. Mais voilà, il a reconnu son bourreau. Il est d'abord venu chez moi me tuer, car il convoitait ma femme. Mais ensuite, il s'est rendu chez d'autres personnes du village pour les tuer. Il avait tout un programme. C'est bien un major congolais et ses hommes qui se sont fait passer pour des ADF. Certains hauts gradés seraient allés beaucoup plus loin. Un rapport des experts de l'ONU daté de mai 2016 épingle le militaire qui dirigeait les opérations contre l'ADF. Le général Mundos, qui porte ici un casque, est accusé d'avoir armé les rebelles, de leur avoir fourni des troupes et même commandité des massacres de civils. Muté dans une autre région, il nie toute implication. Pour les ONG, il ne s'agit pas que d'un homme, mais de tout un système corrompu. Ils sont dans l'armée, ils coopèrent avec des groupes armés, ils créent même les groupes armés, surtout les officiers, créent des groupes armés, ils financent ces groupes armés, et ça justifie leur présence ici, ça justifie leur façon de s'enrichir, parce que l'État leur donne des moyens pour combattre les rebelles, et ils prennent cet argent-là, ils vont construire à l'étranger, ils vont faire n'importe quoi, et dans l'entretemps, c'est la population qui est en train de souffrir. Le dossier est désormais sur le bureau de la Cour pénale internationale. Ces accusations embarrassent le premier partenaire de l'armée congolaise dans le rétablissement de la paix, l'ONU, qui a déployé 20 000 hommes
et s'est doté d'un budget annuel d'1,4 milliard de dollars. À la tête des casques bleus jusqu'en juillet 2016, un général français, Jean Baillot. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on dit, voilà, tel et tel officier de l'armée congolaise, qui sont censés être vos alliés, nourrissent, aident cette rébellion? Que certains individus soient on va dire des collaborateurs effectivement de l'entretien d'une situation comme ça, par une absence de réaction adéquate, ou éventuellement qu'ils soient des complices d'un certain nombre de choses, je pense que personne ne va nécessairement le nier, parce que ça fait partie des choses totalement possibles. Bon. Mais qu'on dise qu'ils sont à la tête de ce système. Les complicités avec l'ennemi ne seraient le fait que de quelques individus. Le général Baillot en est persuadé, la grande majorité des soldats congolais veulent en finir avec les ADF. Pour y parvenir, l'ONU a mis en place une force d'intervention offensive, des casques bleus autorisés à faire usage de la force. Ils travaillent directement avec les soldats congolais dans des patrouilles conjointes. Vous devez respecter la distance. Respect des distances. Avec eux, nous partons dans cette jungle, où pas moins de 600 soldats congolais auraient perdu la vie. Un chiffre qui, ici, ne rassure personne. C'est très dangereux, cette forêt. Il y a des snipers partout. Oui, c'est pas bon par ici. Nous sommes au cœur du territoire qui abrite depuis 20 ans les ADF. Au sommet d'une colline surplombant la jungle, voici une de leurs anciennes bases. Le camp d'Atokaka, qu'occupent désormais les casques bleus et les forces congolaises. Mais l'ennemi n'est jamais bien loin. Hier, les ADF nous ont attaqués par le nord et aussi par le sud. Mais on a réussi à les repousser. Ils sont repartis dans la forêt. Pour les sentinelles de nuit, distribution de grenades. Le moment le plus dangereux, c'est la nuit. On n'y voit rien. Les soldats de la force offensive ont une technique bien à eux, la défense. Il n'est pas loin de 18 h quand le talkie-walkie du commandant commence à crépiter. Un drone de l'ONU a repéré des mouvements suspects dans la forêt. Mais pas besoin d'aller vérifier. L'artillerie s'en charge. Qui le sert à action vous reçoit? Ok, va sukola yango, moto mwa zakuna te va sukola yango à vous. 40 minutes plus tard, les canons de l'ONU entrent en action. Ok, fanya kwa hiyo. Aningani. En 1 heure, 25 coups de canon seront tirés contre les ADF. Les images n'existent pas. Les troupes n'iront pas chercher les corps. Drôle de guerre, où l'ennemi reste toujours invisible. Il n'a pas marché aujourd'hui. Retour à Eringeti, avec le général français Jean Baillot. Aujourd'hui, il vient s'expliquer devant l'administrateur de la ville. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Chaque jour, on entend un bombardement par-ci, un bombardement par-là. Mais on se demande bien où peuvent tomber toutes ces bombes. Parce que l'ennemi, ça ne l'atteint pas, il est toujours là. Il n'a pas disparu. On n'y comprend rien. À Eringeti, malgré sa présence, l'ONU ne peut que constater son impuissance. Le général et ses hommes nous emmènent sur les lieux de la dernière attaque d'ADF. Bon. Donc évidemment, ils se sont cachés, ils ont attendu que la patrouille s'en aille, et ils sont venus attaquer.
Ici, les rebelles ont tué 24 civils, dont des femmes enceintes découpées à la machette ou tuées à coups de marteau. Les casques bleus étaient pourtant à proximité immédiate. L'unité du commandement. Alors, il est vrai qu'on a une base de la MONUSCO qui est environ 800 mètres dans cette direction. Ce sont des ingénieurs, donc des gens du génie du Bangladesh et des Népalais. Et on a des soldats de la brigade d'intervention du Malawi qui sont là derrière. Pour comprendre la passivité des casques bleus, il faut parcourir les 800 mètres jusqu'au camp des Népalais et des Bangladais. Depuis ce poste d'observation, on peut voir le lieu de l'attaque. Avez-vous essayé d'arrêter l'attaque? Silence gêné des casques bleus. Pourquoi l'ordre d'intervenir n'a-t-il pas été donné? Dans ce faubourg frappé par les ADF vivait Espérance et sa famille. Cette nuit-là, elle a tout perdu. La MONUSCO est ici, tout près. Et dans le village là-bas, ils ont tué 7 personnes de ma famille. Mon père est la 8e victime. Je voudrais que les soldats de la MONUSCO partent. On continue à tuer ici. Ils ne servent à rien. Pour les casques bleus népalais censés protéger la famille d'Espérance, le moment est venu de renouveler leur contingent. L'occasion d'une grande fête qui réunit le gratin de la force internationale. Merci pour tout ce travail et bonne chance pour la suite. Des médailles, une parade et pas un mot sur les échecs de la mission. En RDC, l'ONU compose avec des troupes qui rechignent au combat, alliées à une armée congolaise aux jeux troubles. Mal protégée, la population a perdu tout espoir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. À l'occasion de la Mostra de Venise qui fête sa 73e édition cette année, Code 24 vous emmène ce soir à la rencontre de Mel Gibson, héros de Braveheart et de L'Arme fatale. Ce dernier a choisi la Sérénissime pour présenter son nouveau long métrage « Tu ne tueras point ». Reportage. On connaît tous Venise pour sa place Saint-Marc, sa lagune, ses gondoles. C'est aussi là que tous les ans se tient le plus vieux festival de cinéma au monde. La Mostra fête ses 74 ans avec pour l'occasion un parterre de stars. Tout de suite, tour d'horizon de cette édition 2016. C'est l'heure du bain de foule pour Emma Stone. L'actrice américaine révélée par Woody Allen se prête au jeu des autographes et même des selfies. Ryan Gosling, son partenaire à l'écran retenu sur un tournage, elle est seule sur le tapis rouge pour la présentation de La La Land, le film d'ouverture de cette 73e édition de la Mostra. Une histoire d'amour en forme de comédie musicale, un genre qu'Emma Stone connaît bien pour avoir déjà joué à Broadway. C'est vraiment différent quand on tourne ces longues prises et que l'on sait que ces moments sont enregistrés pour toujours. Alors que sur scène, on peut refaire à l'infini. En tout cas, on a une possibilité de le refaire le lendemain. Au cinéma, ce n'est qu'une ou deux prises par jour, mais je pense que la différence réside surtout dans le fait que les personnages n'ont vraiment rien à voir. Signé du réalisateur de Whiplash, La La Land figure parmi les 20 films en compétition cette année pour le Lion d'Or.
Sélectionnés parmi près de 1500 films, ils seront départagés par un jury présidé par le réalisateur Sam Mendes. Il est important de se souvenir qu'énormément de films ont été visionnés et qu'il n'en reste que 20 en compétition. Donc à mon sens, tous les films que nous allons voir ces 2 prochaines semaines sont déjà gagnants. Grand favori cette année, Premier Contact, dernier long métrage de Denis Villeneuve. Le réalisateur québécois s'essaye au film d'extraterrestres avec, une fois n'est pas coutume, un premier rôle féminin. I know what it is. What does it say? Offer weapon. C'est quelque chose que Denis, le réalisateur, avait constamment en tête lors du tournage. Je me souviens de lui et c'était vraiment sympa, répétant « Oui, mais à la fin, c'est l'histoire de cette femme, c'est tout ce qui compte ». Et c'était agréable de savoir que le réalisateur comprenait réellement ce que traverse cette femme. Si les stars américaines sont majoritaires cette année sur le Lido, 2 films français sont en compétition. Une vie avec Jean-Pierre Daroussin et Yolande Moreau, l'adaptation du roman de Guy de Maupassant par Stéphane Brisé, réalisateur de La Loi du marché. Et France, de François Ozon, un drame en noir et blanc. Chouchou du cinéma français, Pierre Ninet y joue un soldat tout juste revenu de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Vous pensez à lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Mais l'événement cette année à Venise ne vient pas de la compétition, ni même du cinéma. La série The Young Pope de Paolo Sorrentino est présentée en avant-première mondiale à la Mostra. Dans le rôle d'un souverain pontife pétri de contradictions, l'acteur britannique Jude Law. Je pense que les paradoxes de Lenny, mon personnage, sont sans doute un miroir des paradoxes de l'Église moderne elle-même. Une programmation éclectique, des stars de plus en plus nombreuses et chaque année depuis 3 ans un film présenté à Venise lauréat d'un Oscar. La Mostra marque désormais le coup d'envoi de la course aux précieuses statuettes. Buongiorno. L'un des atouts de la Mostra, c'est qu'elle permet de profiter de tous les charmes de Venise. Le festival ne se passe pas sur l'île principale, mais sur celle du Lido, juste en face. Il faut prendre un vaporetto ou un bateau-taxi pour s'y rendre. Et c'est là que je vais retrouver Mel Gibson. Le héros de Braveheart et L'Arme fatale a choisi la Mostra pour présenter son nouveau film en tant que réalisateur. 12 ans après le très controversé La Passion du Christ, la religion est à nouveau au cœur de ce grand retour derrière la caméra. Mel Gibson nous raconte une histoire vraie, celle de Desmond Doss. Très croyant, ce soldat américain a refusé de porter une arme pendant la Seconde Guerre mondiale. Envoyé au front comme infirmier, il a sauvé 75 de ses camarades lors de la bataille d'Okinawa. Rencontre avec Mel Gibson et son acteur Andrew Garfield, héros de Tu ne tueras point. Mel Gibson, bonjour. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire incroyable, celle de Desmond Doss? Quelqu'un me l'a raconté, mais elle a tout de suite coché toutes les cases pour moi. Je me suis dit, c'est une histoire géniale, elle m'a beaucoup inspiré et j'ai pensé que je pouvais mettre mon talent à son service. Et du coup, je me suis lancé. I think this is cowardice. J'ai lu le script et ça m'a scotché. Franchement, ça m'a pris aux tripes. Juste de lire ce que cet homme a fait, qui il était, tout ce qu'il a traversé quand il était dans l'armée, j'ai trouvé ça vraiment captivant. You're saying you could go to prison. I don't know how I'm going to live with myself if I don't stay true to what I believe. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Est-ce qu'Hacksaw Ridge est un film anti-guerre? Oui, c'est un film contre la guerre. Je pense que tous les films de guerre sont des films contre la guerre. Mais en même temps, on doit montrer de la compassion pour nos soldats. Quand j'étais gamin, j'ai déménagé en Australie. J'aurais dû aller au Vietnam à 18 ans. Mais quand j'ai eu 17 ans, la guerre s'est terminée. Donc, j'ai pas été mobilisé. Mon père ne croyait pas en ce conflit.
En vérité, je déteste la guerre. Mais j'aime les soldats et tous ces gars qui sont allés à la guerre. Je respecte leurs sacrifices, car la plupart d'entre eux ont beaucoup perdu. Et ils continuent de souffrir, même quand ils reviennent à la maison. Donc ils méritent un peu d'attention. Desmond Doss affirme avoir accompli tout ce qu'il a fait grâce à sa foi. Est-ce que vous le comprenez? Quelle est la place de la religion dans votre propre vie? Je suis fasciné par les religions, toutes les religions, toutes les croyances, et je suis mon propre chemin. C'est vrai que Desmond n'a tiré aucune gloire de ce qu'il a fait, ce qui en dit long sur le genre d'homme qu'il était. C'était vraiment un homme humble, qui voulait juste faire son devoir en gardant la tête baissée, peu importe les récompenses. Il y a plusieurs religions. Vous savez, c'est un peu comme un parfum, 33 senteurs différentes. Mais je pense qu'au fond, l'essence même d'une religion doit être l'amour. C'est tout. Parlez-nous de Mel Gibson en tant que réalisateur. Il est vraiment passionné, attentionné et réconfortant. Vous savez, un bon réalisateur, c'est un peu comme une bonne mère. Et c'est vraiment une bonne mère. Il est gentil, rassurant, il est dans la scène avec vous réellement, il est avec vous à chaque moment. Et il a confiance en ses acteurs, il a confiance car il sait où il veut nous amener et comment y aller. Et il paraît qu'il fait des blagues sur le plateau? Oui, il fait de l'humour quand il le faut. C'est vrai. En fait, je pense que c'est plus pour lui que pour les autres. Il a ce sorte de tic nerveux qui, quand les choses deviennent trop sérieuses, le pousse à faire des blagues. 2016 marque votre grand retour derrière la caméra, 12 ans après Apocalypto et 10 ans après la Passion du Christ. Comment vous sentez-vous? Je suis claqué. Mais ça va. D'habitude, c'est moi qui suis à l'origine de mes productions, quand je suis du côté réalisateur. Mais évidemment, c'est plus cher. Et en même temps, si j'attendais que ça vienne d'autres personnes, ces projets ne verraient jamais le jour. Mais ici, en l'occurrence, ce film m'a été offert. Ça vous a aussi permis de prendre un peu de distance par rapport à l'industrie du cinéma. Comment se sont passées ces quelques années? Je ne me suis jamais vraiment éloigné. J'ai développé des tas de trucs, des tas de choses. C'est pas comme si j'avais passé mon temps à ne rien faire, j'ai travaillé. Ça a été un luxe d'être dans cette position, de pouvoir développer plusieurs histoires. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en raconter encore une ou deux avant de passer l'arme à gauche. Après une interview ou une projection, les critiques cinéma aiment se retrouver ici pour débattre de qui mérite le Lion d'Or. Réponse le 10 septembre prochain avec le palmarès du jury. En attendant, Venise s'impose de plus en plus comme une sérieuse concurrente de Cannes. Le plus vieux festival de cinéma au monde n'a pas fini de nous faire rêver. Avec des hivers rudes et des étés ensoleillés, le Jura est rarement cité lorsque l'on évoque le vignoble français. Et pourtant, les cépages ont su s'adapter à ces conditions climatiques extrêmes pour donner des vins d'exception, comme le légendaire vin jaune. Code 24 vous fait découvrir ce soir 2 terroirs de ce vignoble jurassien.
le Château Chalon, ils ont une place unique dans le vignoble français parce que ce procédé d'élaboration, d'élevage est unique. On peut le comparer à rien d'autre, à la fois par la manière de le faire et puis à la dégustation, c'est aussi unique. Du vin de Château Chalon, en 1375, Philippe le Hardi s'en fait livrer à Bruges lorsqu'il reçoit les émissaires du pape et du roi d'Angleterre. La chimie dans le vin, c'est un médicament. Le médicament, il est fait pour quelqu'un de malade. Donc il faut qu'on arrive à un vin qui ne soit pas malade pour ne pas avoir besoin de le traiter. Voilà donc ma philosophie. Avec des hivers rudes et des étés ensoleillés, le Jura est rarement cité lorsqu'on évoque le vignoble français. Et pourtant, des cépages ont su s'adapter à ces conditions climatiques extrêmes pour donner des vins d'exception, comme le légendaire vin jaune. En matière de vin rouge, on a le cépage Ploussard, qui est quand même le roi du cépage rouge. Après, on a le Trousseau, le Pinot. Et puis après, pour les blancs, on a le Chardonnay et le Savagnin. Et c'est donc avec le Savagnin qu'on fait le vin jaune. Mais pour exprimer au mieux ces cépages, le terroir jurassien et le millésime, Pierre Auvernois élabore ses vins de façon totalement naturelle. Pour moi, le vin, il ne commence pas dans la cave, il commence dans la vigne. Donc si on veut faire un bon vin naturel, il faut une terre qui soit saine, donc pas désherbée chimiquement. Dès l'instant où on intervient chimiquement, on tue beaucoup de choses. Autre précepte de Pierre Auvernois, vendanger ses raisins mûrs et juteux. Un fruit doit être mûr, n'importe quel fruit. Vous cueillez une pêche, tant qu'elle n'est pas mûre, elle n'est pas bonne. À partir du moment où elle est mûre, elle est juteuse, elle est bonne. N'importe quel fruit, il faut qu'il soit cueilli à maturité. Ça, c'est primordial. Ainsi, un vin jaune de choix peut se conserver indéfiniment avec toutes ses qualités. Comme ce vin récolté l'année du couronnement de Louis XVI et depuis gardé précieusement par la même famille arboise. Le plus vieux vin qu'on a goûté, c'est 1774. À l'époque, il n'y avait certainement aucune chimie dedans. Qu'on a goûté à 220 ans, qu'on a goûté en 1994. Au cœur du vignoble, perché au sommet d'une falaise, se dresse le village de Château Chalon, qui a donné son nom à une appellation exclusivement dédiée au vin jaune. Et c'est dans les caves de cette cité médiévale que les vignerons vinifient d'une façon toute particulière leurs précieux trésors. Le vin jaune, sa particularité, c'est déjà qu'il est élaboré avec un cépage unique, le Savagnin, qui est typique du Jura. Il est certes vinifié de manière classique comme un vin blanc sec, mais il est élevé pendant plus de 6 ans en fût. Et le vin s'évapore, il se concentre, il y a de l'air au-dessus. Et dans le même temps, il y a des levures qui se multiplient et qui finissent par coloniser la surface du vin et former un voile très fin qui va protéger le vin et lui donner ce caractère unique. Là où certains vins tournent au vinaigre, ici, sous l'action de l'oxygène et d'une mystérieuse alchimie, se développe un vin à la couleur jaune d'or et aux arômes inimitables. Au niveau aromatique, on trouve beaucoup d'arômes de noix, de fruits secs, des pointes végétales aussi, mais secs, ça peut être un peu le tabac, des épices comme le curry. C'est très complexe du point de vue aromatique, et puis avec une très longue persistance aussi. Une complexité aromatique propice aux accords mets et vins les plus insolites et les plus réussis. L'accord idéal régionalement, c'est le poulet de Bresse à la crème, au vin jaune et au mori. Mais on peut aller au-delà des frontières avec des cuisines épicées, une cuisine thaï. Et il faut quand même, en revenant à la région, citer l'accord avec le comté, parce que c'est un des meilleurs accords vin et fromage. Pour comprendre les secrets du Château Chalon, Jean-Berthet Bondet et Jeanne-Marie Roulière-Lambert ont réuni dans un livre les meilleurs spécialistes du vignoble jurassien. On est ici, en fait, au fond des mers du secondaire. Et donc, on a des couches de marne sur lesquelles le Savagnin, notamment, va particulièrement s'épanouir. Un vin mystérieux, inspirateur de nombreux artistes. Colette, par exemple, aimait beaucoup le vin jaune de Château Chalon, sur lequel elle a laissé des très belles pages. Une muse dorée à préserver, qui, espérons-le, continuera à nous inspirer encore longtemps.
La place du Château Chalon dans le patrimoine gastronomique français doit être probablement assez anecdotique, si l'on en juge par les quantités de vin produites, mais ça n'empêche pas que c'est un vin d'exception, un vin qui véhicule tout un imaginaire. Tu fais naître la poésie et nous te buvons sans trembler. Parfum, nectar, sainte ambroisie. Le changement climatique fait que le patrimoine est en danger. Tout dépend à quelle échelle on se place. J'ai un ami géologue qui dit que dans 20 millions d'années, les choses se seront peut-être mises en place. Pourquoi pas? Mais pour les générations suivantes, ça me fait quand même peur. Peut-être que plus tard, on aura les cépages de la vallée du Rhône au-dessus du Mont Blanc. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.